Nous sommes prêts à affronter n'importe qui pour que notre voix soit entendue, pour que le général retourne dans sa cellule, pour que justice soit faite pour nos martyrs. Des mobilisations d'OSC qui devront certainement se heurter aux forces de défense et de sécurité fortement mobilisées ce matin autour du palais de justice militaire. Dans un tout autre chapitre, l'échange d'expérience entre producteurs peut être un facteur de bonne production. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire cette visite interpaysanne entre productrices de niébé du BAM et celle du Naouri. L'objectif de cette sortie est de permettre aux productrices du BAM de s'imprégner des textes de démonstration sur le niébé. Ils sont effectués au centre de transfert technologie agricole de Pau. Yacouba Gamene, Yolan Lompo, reportage. Une visite interpaysanne entre productrices de niébé du BAM et celle du Naouri. Durant 72 heures sur ce site du centre de transfert de technologie agricole de Kateli dans la commune de Pau, qui sert de champ-école, ces dames vont échanger sur les itinéraires techniques et les choix des variétés portant sur le niébé. Différents types d'intrants ont été utilisés sur ce site compartimenté en 3 blocs et les résultats sont visibles. On a vu des tests de démonstration. Bon, on a pu voir ce que bien le niébé a pu bien donner. Au niveau aussi que ça n'a pas été bien donné. Nous produisons la variété comme Calais. Ça aussi, ça produit bien. Nous avons aussi semé comme ça. Mais la saison n'a pas bien terminé. Ça nous réconforte et puis ça nous donne beaucoup plus l'expérience. Afin de renforcer les connaissances de 10 000 producteurs sur les bonnes pratiques agricoles, le projet prévoit au cours de sa mise en œuvre la conduite de 90 tests de démonstration et 5 centres de transfert de technologie agricole. Ces cultures sont directement consommées, les feuilles sont consommées ainsi que les graines. Les femmes n'ont pas accès aux terres. Donc si elles ont des petites portions et elles arrivent à avoir les variétés adaptées, les variétés améliorées, qui peuvent leur donner un rendement satisfaisant, je pense qu'il n'y a rien de tel. Mis en œuvre par le Centre international pour le développement des engrais et financé par la direction de la coopération suisse à plus d'1 milliard de francs CFA, ce programme d'appui à la modernisation des exploitations familiales volet intrant a une durée de 3 ans. Les derniers instants de la campagne agricole sont déterminants pour la réussite de la saison. Fort de cette vérité, le gouverneur de la région du Centre a effectué une sortie dans plusieurs localités pour prendre le pouls de la campagne. Malgré une pluviométrie très moyenne, l'espoir est permis quant à de bonnes récoltes. Précision de Paul-David Bambara et Maxime Zongo. 3 sites étaient au programme de cette sortie sur le terrain. D'abord, Ditri, dans la commune de Koubri. Le centre d'intérêt là-bas, les champs de Rasmane Nikiema, un producteur qui a associé la fumure organique à la fumure minérale. Conséquence, malgré une pluviométrie très moyenne, l'espoir d'une bonne récolte est permis. Si on gagnait 1 ou 2 pluies, le compte était bon, mais ce n'est pas bien grave. Même s'il ne pleut pas, ça pourrait aller. À Songdin, dans la commune rurale de Saba, le point d'attraction a été, dans un premier temps, un champ de sésame d'une productrice Abibou Iliboudo. Dans la production paysanne, ils n'utilisaient pas la fumure organique ni la fumure minérale. Mais avec l'appui de l'encadrement, et la productrice elle-même a trouvé qu'il y a une nette amélioration. Le bas-fond projet riz pluvial, toujours à Songdin, était la dernière étape de cette sortie sur le terrain. Un site de 30 hectares pour une production attendue de 105 tonnes de riz. Cette année, la pluviométrie n'est pas assez bonne. C'est ça, en fait, qui est la difficulté principale. Et sinon que, en tout cas, dans l'ensemble, je pense qu'on va quand même récolter et je pense que c'est bon quand même qu'on encourage les producteurs. C'est à la direction régionale de l'agriculture et des aménagements hydrauliques à Ouagadougou que la délégation s'est ensuite retrouvée pour faire l'état général de l'évolution de la campagne agricole 2017-2018. Des échanges qui ont permis aux différents acteurs d'apprécier l'exécution des programmes d'activité et de faire des propositions pour une meilleure maîtrise des campagnes à venir.
Le comité technique de suivi sur l'étude sur la stratégie nationale de création des éco-villages s'est réuni à Ouagadougou. Rencontre qui marquait le début d'opérationnalisation de l'élaboration de la stratégie. Les membres du comité sont appelés à faire un amendement de l'approche méthodologique et à définir une feuille de route pour un déroulement de ce projet. Issaka Ouedraogo, Maïmouna Traoré. L'élaboration de la stratégie nationale de création des éco-villages entre dans sa phase d'opérationnalisation avec cette première session du comité technique de suivi. Il s'agit pour ses membres de faire un cadrage de l'étude de formulation de la stratégie à travers un amendement de l'approche méthodologique proposée et la définition d'une feuille de route. L'objectif à terme est de créer 2000 éco-villages au Burkina Faso. Le village éco, c'est un développement qui prend en compte l'ensemble des aspects de développement, mais à la base en impliquant directement les populations. Il s'agira pour un village éco de revoir tout ce qui est question de l'environnement, de sécurité alimentaire, d'intégration des réserves renouvelables, de la bonne gouvernance et de mobilisation des financements avec la création d'emplois. Cela voudrait dire, c'est d'accroître la résilience des populations pour que les populations ne se sentent pas forcément obligés de se déplacer vers la ville, mais c'est de trouver en place tous les outils en matière de développement leur permettant de vivre chez soi. Le Burkina Faso bénéficie de l'accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui voit dans cette initiative une opportunité pour lui de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. C'est heureux de constater que la stratégie qui nous réunit ce matin vise l'horizon 2026. Quand on sait que l'horizon des objectifs de développement durable est 2030. Et sans, comment dirais-je, plaisanterie aucune, je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite au Burkina Faso. Le Burkina Faso s'inspire de l'expérience du Sénégal pour diagnostiquer la situation réelle et définir les priorités en matière d'investissement. Il sera organisé des consultations régionales qui toucheront l'ensemble des acteurs du développement local. La santé mentale a aussi une journée mondiale. Elle a été célébrée hier à Ouayugia dans le Yatenga sous le signe de la réduction de la stigmatisation des personnes souffrant de problèmes psychosociaux. Cette célébration a été marquée par l'inauguration de nouveaux sites d'accueil et de transit. Ce centre, financé par l'ONG allemande CBM, va servir de cadre de prise en charge des malades. Irénée Kaboré, Herman Nestor Toué à Ouayugia. Elles sont parmi nous, dans nos familles et même très souvent dans la rue. Ces personnes atteintes de troubles mentaux, communément appelés des fous, stigmatisées et marginalisées dans la société, sont pourtant nos frères et sœurs et par conséquent méritent plus d'attention. L'association Sauvons le Reste l'a bien compris en faisant de l'amélioration des conditions de vie de ces malades son cheval de bataille. Grâce à son projet Seconde Chance financé par l'ONG CBM, elle vient d'acquérir un centre d'accueil et de transit pour mieux prendre en charge ses patients. Récupérer les malades dans la rue et à partir d'ici maintenant, nous les orientons dans les formations sanitaires, en l'occurrence dans les services psychiatriques. Maintenant, pour une prise en charge médicale, que nous portons la charge. Après ça, ils reviennent ici, ils séjournent, jusqu'à phase de stabilisation. Engagé dans le combat contre la stigmatisation et la réinsertion socio-économique de ces personnes malades, l'association Sauvons le Reste peut se réjouir des résultats déjà engrangés. Amadou Ouedraogo en est la preuve, lui qui a passé 22 années de sa vie enchaînée. La santé mentale en milieu de travail, c'est le thème retenu pour cette 25e journée mondiale de la santé mentale. Ce thème cadre bien avec aussi les réalités que nous vivons dans nos services parce que ce n'est pas toujours évident donc, pour les travailleurs. Si je prends l'exemple d'un certain nombre d'enseignants, vous avez vu dans la région donc, du Sahel, certains ont même déserté les lieux de travail, certainement parce que psychologiquement ils se sentaient aussi en insécurité. Pour cette année 2017, l'association a pris en charge plus de 160 malades, dont 37 femmes venues de divers horizons. Et restons à Ouayugia où les procédures de passation de marchés publics sont expliquées aux hommes de médias. La formation est dispensée à une quarantaine de journalistes à l'initiative de l'association des journalistes du Burkina. Cette rencontre, espère l'AJB, devrait permettre aux journalistes de maîtriser les questions économiques et les marchés publics au Burkina. Irénée Kaboré, Alex Isagré.
Outiller les journalistes en matière de traitement de questions économiques sur les marchés publics, tel est l'objectif que s'est fixé l'Association des journalistes du Burkina, AJB, à travers cette formation. Et pour son président, c'est une occasion qui va permettre aux journalistes de comprendre le mécanisme de passation de marchés publics. Nous avons trouvé les moyens de leur donner des compétences. Mais au-delà des compétences, pour nous, c'est une ressource qui va leur permettre de se réhabiliter au jeu des Burkinabés. Donc c'est un moyen pour eux d'aider le peuple à comprendre certaines problématiques, certains enjeux. La planification, l'élaboration des dossiers de passation de marché et leur suivi sont entre autres les concepts qui seront abordés au cours de ces 4 jours de formation. Les participants pourraient se familiariser avec les concepts dans le domaine des marchés publics. Ils pourraient également se familiariser avec les différents principes cardinaux de la commande publique. Il se pourrait également que nous nous intéressions à la question même de la planification dans le domaine des marchés publics, l'élaboration de dossiers d'appel à concurrence et également à la question de l'exécution même des marchés publics. Cette formation constitue un pas vers la spécialisation pour la quarantaine de journalistes venus des différentes régions du Burkina. Ils pourront désormais contribuer à la veille citoyenne dans le domaine des marchés publics. Le Kenya vit de nouvelles tensions après la décision de l'Assemblée nationale, dominée par les partisans du régime en place, de déclarer Uhuru Kenyatta vainqueur de la présidentielle qui devait se tenir le 26 octobre prochain. Une décision qui intervient après le retrait du candidat de l'opposition, Raila Odinga, qui estime que le scrutin devrait être reporté pour être mieux préparé. Les opposants qui ont boycotté la séance au Parlement sont descendus immédiatement dans les rues de Nairobi. L'opposition kenyane appelle à de nouvelles manifestations ce mercredi après le retrait du leader de la coalition d'opposition de la course à la présidentielle. Un coup de théâtre qui plonge un peu plus le pays dans la confusion et risque d'engendrer de nouvelles violences. Raila Odinga a annoncé hier qu'en raison de l'absence de réformes suffisantes pour éviter les irrégularités et les fraudes, il ne participait pas au scrutin du 26 octobre. Il argue que son retrait implique l'annulation de l'élection et l'organisation d'un tout nouveau processus électoral, à commencer par la nomination des candidats. Mais tout dépendra de l'interprétation des textes de loi. La bataille juridique et politique s'annonce âpre. Le 1er septembre, la Cour suprême avait en effet pris la décision historique d'invalider la réélection du 8 août du président Uhuru Kenyatta. Aujourd'hui, celui-ci reste seul en lice pour la présidentielle et pourrait donc être réélu de fait. Kenyatta a dénoncé le retrait d'Odinga, un gaspillage. Selon lui, 98 millions d'euros ont déjà été dépensés pour le 26 octobre. L'élection libérienne, elle, s'est déroulée sans problème et les électeurs attendent maintenant les résultats du scrutin. La Commission électorale nationale, NEC, doit annoncer cet après-midi les résultats provisoires du vote d'hier qui conclut un processus historique de transfert démocratique du pouvoir. Sans donner des chiffres, le président de la NEC a qualifié la participation de très forte. Le dépouillement est en cours au Libéria. La journée de vote s'est déroulée dans le calme, sans incident majeur et avec un fort taux de participation. Les électeurs se sont déplacés en masse pour choisir le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, celle qui a permis au pays de tourner la page de la guerre civile. Il s'agissait seulement du 3e scrutin démocratique de l'histoire du Libéria. De nombreux observateurs internationaux étaient présents et cela s'est bien passé, sauf pour certains électeurs qui ont eu du mal à trouver leur nom sur les listes ou à savoir à quel endroit voter. Ils reprochent à la commission électorale de ne pas avoir assez expliqué le processus électoral. Au début, les files d'attente étaient très longues. Les gens ne comprenaient pas où ils devaient aller à cause d'une série de chiffres. Si on regarde sur la carte, moi j'avais le 72, mais 72 et 73 votaient au même endroit. Le sénateur Georges Weah, légende du football africain, est en tête des favoris. Il pourrait affronter le vice-président sortant Joseph Boakai au second tour, mais rien n'est moins certain. Parmi les favoris se trouvaient aussi l'avocat et vétéran de la politique Charles Bomskin et les hommes d'affaires Benoni Uré et Alexander Cummings. La liberté provisoire accordée au général Djibril Bassolé et l'ultimatum des militants de l'UPC aux députés frondeurs, commenté aujourd'hui par les journaux Revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Putsch manqué du 16 septembre 2015, un colis précieux, voire encombrant, c'est selon Ord Lamaka. L'un des célèbres prisonniers est désormais libre de ses mouvements. Résume l'observateur. Oui, Djibril Bassolé, enfin libre, s'exclame aujourd'hui au Fassou. Il bénéficie d'une liberté provisoire à compter de ce mercredi, explique le journal.
liberté due à son état de santé dégradant, notamment il souffre de problèmes cardiaques. Pourra-t-il enfin aller se soigner en Occident, poursuit le journal, ou continuer la politique avec la NAFA? Et que devient son procès? Se questionne aujourd'hui au Faso, qui, tout compte fait, estime que cette liberté provisoire est une victoire d'État pour la défense. Une victoire, relate aujourd'hui au Faso, c'est ce que recherchent également et impérativement les militants UPC gonflés à bloc vis-à-vis des frondeurs à qui un ultimatum est lancé, je cite, « Députés traîtres, rendez-nous vos mandats d'ici demain, c'est-à-dire ce jeudi. Si vous vendez vos mandats, l'UPC vous met dehors, renchérissent-ils dans les éditions Le Pays. » Dans la même veine de la crise à l'UPC, l'Express du Faso argumente. Ce sont les Burkinabés qui, désormais, font les hommes politiques et leur donnent le mandat de les représenter. Sauf que, s'interroge le journal, est-ce que les intéressés, les hommes politiques comprennent ce message du peuple? C'est la fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTV.